Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez à la télévision à 20h30 via vos box. Vous nous retrouvez tous les jours également en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition et de cette émission ce soir, la question marché après cette phase d'apaisement, après ces semaines de rebond, les grands indices mondiaux, américains, européens, chinois également, sont revenus sur les niveaux qui prévalaient avant le jour de libération de l'Amérique, avant le 2 avril dernier. Que peut-il se passer désormais du point de vue de la dynamique des marchés? Quels peuvent être les drivers, les moteurs des marchés et des marchés d'actifs risqués notamment? C'est la question clé que nous poserons à nos invités dans quelques instants, avec une partie macroéconomique que nous développerons particulièrement. Nous aurons l'occasion de faire un focus sur le cas France au sein de la zone euro, avec un économiste France qui sera avec nous en plateau. Et puis sur la partie macro un peu plus globale, les investisseurs ont pris connaissance du dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril, un rapport qui appartient peut-être déjà au passé, puisqu'on a du mal à voir dans ces chiffres d'inflation aux États-Unis le moindre impact des premiers tarifs mis en place au cours du mois d'avril par l'administration Trump. Les différentes mesures d'inflation ressortent d'ailleurs légèrement inférieures aux attentes. L'inflation des biens reste, continue de tourner autour de zéro. L'inflation des services, cœurs, hors logement, continue de se réduire au cours du mois d'avril. Mais encore une fois, ces tendances pourraient être remises en cause dans les prochains mois avec le plein impact des tarifs ou de ce qu'il restera des tarifs mis en place par l'administration Trump. Le chiffre a assez peu fait réagir les marchés et les investisseurs aujourd'hui. Pauline Gratel vous apportera plus de détails sur la séance du jour, sur les différents marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur la thématique Cloud et IoT, l'Internet des objets et l'informatique dématérialisée. Analyse de la thématique comme nous le faisons régulièrement avec les équipes de Galilée Asset Management et son président Ronnie Michali qui sera avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Ne perdons pas les bonnes habitudes. C'était jour de publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril. Oui, il s'agit du premier rapport sur l'inflation américaine depuis l'entrée en vigueur des droits de douane de Donald Trump début avril, même si depuis les choses ont bougé et plusieurs deals ont déjà été signés. L'inflation américaine progresse de 0,2% sur un mois en avril et de 2,3% sur un an. C'est légèrement moins que prévu. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, l'inflation s'établit à plus 2,8% sur un an en avril, conformément aux attentes, et à plus 0,2% sur un mois. Après cette publication, quelles ont été les réactions de marché qu'on a pu observer, notamment sur les indices actions par exemple? Les marchés consolident aujourd'hui après leur envolée d'hier. Aux États-Unis, le Nasdaq, qui avait clôturé en forte hausse de plus de 4%, ouvre aujourd'hui à nouveau en hausse de l'ordre de 0,5%. En parallèle, la volatilité cède à nouveau du terrain avec un VIX qui repasse sous le niveau de 18. En Europe, le Stoxx 600 progresse de 0,2% au cours de la séance. En France, le CAC 40 évolue autour de l'équilibre et sans réelle tendance autour de 7850 points. L'indice est encore aujourd'hui porté par Stellantis, Renault et Kering, tous les trois en hausse d'environ 2%. Qu'en est-il des équilibres sur les marchés obligataires aujourd'hui? Peu de mouvements sont à signaler après la publication de l'inflation américaine. Le rendement américain à 10 ans, qui avait bondi d'une dizaine de points de base hier, se stabilise autour de 4,45%. En Europe, même mouvement pour le 10 ans allemand qui est stable à 2,65%. Sur le marché des changes, le dollar qui avait fortement rebondi consolide aujourd'hui avec un euro-dollar se traitant autour de 1,1150. Et puis quelques enquêtes de sentiment également publiées aujourd'hui avec tout d'abord l'indice ZOO en Allemagne. Oui, cet indice qui mesure le sentiment des investisseurs en Allemagne pour le mois de mai rebondit fortement à 25,2 après moins 14 en avril. Les analystes tablaient sur un rebond plus mesuré à 10,7. L'indice ZOO pour l'ensemble de la zone euro également pour mai rebondit lui aussi à 11,6 après moins 18,5. Du côté des entreprises, Coinbase fait la une de l'actualité aujourd'hui. Oui, la plateforme d'échange de crypto s'envole de 15% dans les premiers échanges à Wall Street. Coinbase remplacera Discover Financial Services, spécialisé dans les produits bancaires au sein du S&P 500 à compter du 19 mai prochain. Il s'agit d'une première pour une société appartenant à
l'industrie des actifs numériques. Et puis un départ surprise, une démission qui marque les esprits aujourd'hui sur le marché américain, le départ du CEO de United Health. Oui, avec effet immédiat et pour des raisons personnelles. Le groupe d'assurance santé suspend également ses prévisions à cause de la hausse des coûts médicaux. United Health avait alerté le mois dernier sur ses résultats, ce qui lui avait valu une chute à Wall Street. Le titre décroche à nouveau de 13% à l'ouverture des marchés. À l'inverse, le titre Bayer en Allemagne bondit après la publication de ses résultats. Oui, le groupe fait état de résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, malgré un léger repli du chiffre d'affaires. Le bénéfice net, lui, recule de 35% sur la période. L'EBITDA recule également, mais bien moins qu'anticipé. Et pour 2025, l'entreprise pharmaceutique se veut rassurante. Le titre est en tête du DAX et gagne quasiment 10% au cours de la séance. Quel sera enfin le programme de demain sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance demain des résultats de Bouygues et d'Alstom en France. Côté macro, le programme sera léger. On regardera tout de même l'inflation allemande pour le mois d'avril en seconde lecture. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Fabien Bossier est avec nous ce soir, chef économiste France de Société Générale CIB. Bonsoir Fabien. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Ravi de vous accueillir, ravi de retrouver Gustavo Orenstein, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Et merci à Hervé Gouletker de nous accompagner également. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy. Hervé, si l'incertitude, et beaucoup d'économistes m'ont appris que plus que les tarifs, c'était même encore l'incertitude générée par la conduite erratique de la politique économique aux États-Unis qui posait problème. Si l'incertitude est le fond du problème, est-ce qu'avec une dynamique de négociation commerciale, est-ce qu'on est en train d'effacer une partie de cette incertitude et de regagner au moins en partie, et la question étant dans quelle mesure, en visibilité pour la suite? Alors, les marchés ont envie de répondre que la normalisation est en marche. Ça se voit au niveau des marchés actions, ça se voit dans la relation entre taux long et dollar. Donc, on peut avoir le sentiment ou une illusion, La perception de normalisation. Mais en fait, je ne crois pas qu'il y ait de linéarité dans la tendance. Et en fait, je crois qu'il y a trois niveaux qui permettent de dire que on n'est pas en train de normaliser. La première chose, c'est que, dernière information connue, si les marchés nous disent le pire est passé, les enquêtes de conjoncture, la confiance reste à un bas niveau. Le consommateur américain, c'est évident. Les entreprises, c'est quand même coup-ci, coup-ça. Donc en fait, est-ce qu'il y a adéquation ? On n'en sait trop rien parce que les temporalités des sondages ne sont pas exactement les mêmes. Mais bref, première prudence. Deuxième prudence, puisqu'on a affaire au président Trump et à son art du deal, à quel stade en est-on de la négociation trumpienne ? Est-ce qu'on ne va pas réavoir des périodes de tension devant nous ? On n'en sait rien, mais en fait, il y a des gens qui ont essayé de découper l'art du deal en tranches, et normalement, il y aurait d'autres tensions devant. Et puis, il faut bien voir qu'on est en train de vivre un changement d'époque et que est-ce que le marché des capitaux a pris toute la mesure de ce changement d'époque sur la géoéconomie, donc la relation entre l'économie et puis la géographie humaine, on va dire les choses comme cela. Certes, il y a les tarifs, il y a les droits de douane, on dit c'est plus comme avant, en n'oubliant pas tout de même que parler de normalisation alors que le droit de douane moyen américain est passé de 2 à 7 ou 8, et aujourd'hui on pousse un ouf de soulagement parce qu'on n'est plus à 25 ou à 20 et qu'on est à 7 ou 8, il y a quelques petits mois de cela. Moi, j'ai un chiffre un peu plus élevé que 7 ou 8, mais bon, il y a peut-être débat sur les sources qui permettent de suivre le tarif moyen pondéré aux États-Unis, sont parfois diverses, mais, ça peut être même un peu plus que 7 ou 8. Selon les calculs. Je vous l'accorde sans problème, Grégoire. Mais il y a quelques trimestres, ça aurait été un effroi. Et donc, parler de normalisation alors que la situation est effroyable, c'est un peu particulier. Mais derrière cela, il faut quand même bien voir qu'en géoéconomie, on entre un peu dans le capitalisme de la finitude. Au niveau du sourcing, il y a la démographie,
qui n'est pas très bonne. Au niveau de l'accès aux matières, on voit bien que les terres rares, c'est compliqué. On voit bien que la transition énergétique nous emmène dans un monde différent. Et puis, au niveau des marchés, les marchés ont tendance à se rétrécir. Et donc, en fait, le capitalisme de la finitude, c'est quand même un fonctionnement de l'économie différent de celui d'avant. Celui d'avant, c'était les marchés qui s'ouvraient, c'était la mondialisation. Et puis, il n'y a pas que la géoéconomie, il y a la géopolitique aussi. Alors, on voit bien, on a tous été effrayés par Trump qui disait « Tiens, je vais prendre le Groenland. » Et si le Canada devenait le 51e État? Mais on voit bien qu'on a notre série de guerres aujourd'hui. Et en fait, derrière tout cela, il y a quand même un rapport entre les pays qui est en train de changer. Alors, on a parlé de ce monde qui vivrait une pluralité de pouvoirs. Mais en fait, moi, j'ai l'impression, quand on regarde Trump, on n'est pas face à ça. On est un peu face à un nouveau concert des nations, le Congrès de Vienne, 1815, où les grandes puissances européennes s'étaient dit on organise l'Europe à défaut d'organiser le monde. Mais aujourd'hui, Chine, Russie, États-Unis organisent tout ça. Quelle est la place pour les autres? Même l'Inde, même l'Europe. Et en fait, tout ça, toute cette imbrication entre géoéconomie et géopolitique, ça fait sans doute un fonctionnement de l'économie très différent, un fonctionnement derrière, ou une caisse de résonance des marchés très différente. Et donc, tous ces éléments mis bout à bout, normalisation, non. Bon. Donc, vous prenez avec beaucoup de distance le fait que les indices actions, par exemple, soient revenus en quelques semaines sur les niveaux qui prévalaient avant le jour de libération, si je comprends bien, Hervé. Et il faut prendre avec autant de prudence un rapport sur l'inflation tel qu'on l'a vu pour le mois d'avril, publié aux États-Unis. On n'a encore rien vu des effets de ce que vous décrivez. Il n'y a pas que la politique tarifaire de Trump. Beaucoup de choses sont en train de bouger. Le monde est en train de se recomposer d'une manière assez différente. On a rien vu encore de tous ces effets. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont en mouvement et donc les références d'hier ne valent vraisemblablement pas pour les extrapolations. Alors, c'est compliqué, mais c'est là où, si on dit tout est lié à l'incertitude, le thème de l'incertitude, il n'est pas fini. On va rester dedans. Quant au prix, ce qui se passe sur les services, ça chatouille tout de même un peu parce que 3,6 en glissement sur un an sur les services. Il faut vraiment que le prix des marchandises reste très, très sage pour qu'on soit à 2 sur les indices d'ensemble. Or, sur les marchandises, il y a la crainte avec les droits de douane. Et puis, le dernier chiffre de productivité aux États-Unis qu'on a connu la semaine dernière sur le premier trimestre, il n'était pas bon. Les coûts salariaux unitaires d'un trimestre à l'autre, c'était pas bon non plus. Donc, en fait, sur l'inflation, l'histoire n'est pas finie. On aimerait qu'elle soit mise derrière, mais je ne crois pas qu'on puisse déjà dire cela. Je vous ramène au deal ou aux prémices de deals commerciaux en cours. Alors, il y a eu un accord plus ou moins formel quand même entre les États-Unis et le Royaume-Uni, Gustavo. Il y a cette discussion qui se formalise entre la Chine et les États-Unis. D'autres deals qui sont encore à conclure, d'importance, avec le Japon, allié stratégique, avec l'Union européenne. On a l'impression qu'on reste bloqué pour l'instant un peu au niveau technique en termes de négociations entre les États-Unis et l'Europe. Mais est-ce qu'il y a déjà des leçons à retirer de la manière dont la situation s'est dénouée entre les États-Unis et le Royaume-Uni et dont la situation pourrait se dénouer? Alors, qu'est-ce qui est possible en 90 jours entre les États-Unis et la Chine? Oui, c'est très complexe parce que, d'abord, fondamentalement, des accords commerciaux, ça met des années à se négocier. C'est extrêmement complexe. Donc, je crois qu'en réalité, du point de vue des investisseurs et sur les marchés financiers, le détail n'est pas extrêmement important. Ce qui compte, c'est le ton dans toute cette histoire. Or, la désescalade est là depuis un certain temps déjà. Et c'est dans cette logique. Depuis le 8 avril. Depuis, voilà, exactement. Donc, ça a été assez rapidement parce que le calcul des économistes a été assez rapide pour dire que si on fait un embargo sur les importations chinoises, il y avait un problème. Ça ne marchera pas, oui. Donc ça ne marche pas. Bessène l'a dit très, très rapidement. Oui. Après, il a fallu peut-être convaincre Trump, etc. Il y a des choses liées à la politique américaine et au débat interne au gouvernement américain. Mais fondamentalement, le deal anglais ou le deal chinois, c'est pas ça qui est le plus important, c'est pas le détail, c'est plutôt la désescalade verbale et le fait on croit comprendre que Trump ne veut pas, contrairement à ce qu'il a pu dire à un certain moment, il ne veut pas du tout provoquer des énormes coups dans l'économie, ni une récession, etc. Donc une fois les bravades passées, en fait, il n'a aucun intérêt de créer un énorme choc maintenant. Donc on fait des deals, c'est-à-dire qu'on noie ça dans le temps et puis on verra.
Et ça veut dire qu'on Il prépare... s'agit plus de se fâcher maintenant D'accord. avec qui que ce soit. Alors, il y a le cas européen, évidemment, parce qu'on a eu tout le monde se tourne maintenant vers les négociations avec l'Union européenne. Qui sont Je rappelle, les tarifs réciproques pour l'Union européenne, par exemple, sont suspendus pour 90 jours depuis le 8 avril. Donc, ça nous mène à début juillet. Enfin, voilà. Là aussi, il y a toujours un compteur qui tourne, quand même, de ce point de vue. Et il va être aussi compliqué, peut-être même plus compliqué en un sens avec l'Union européenne, ses spécificités et le fait que, vraisemblablement, il y a une haine farouche du président américain vis-à-vis de l'Union européenne, pas forcément des pays eux-mêmes, mais de l'Union européenne comme ensemble. Bon, mais le point important, je crois, c'est que dans la mesure où il ne veut pas faire souffrir profondément l'économie américaine, ni les consommateurs américains, bon, ça veut dire que ça limite un petit peu la capacité disons vraiment de faire du mal dans ce cas de ces négociations. Donc on peut espérer quand même que il peut y avoir ça peut bouger un peu sur le discours, mais fondamentalement, il n'y a pas l'envie de créer des énormes problèmes pour l'économie américaine elle-même. Je prends tout à fait le point. J'imagine bien que Trump n'a pas envie de s'aborder l'économie américaine. C'est pas non plus le mandat il y a eu un doute pour lequel il était. Oui, mais la question étant, est-ce qu'il n'y a pas déjà des dommages quand même qu'il va falloir voir à un moment Bien sûr, ça a été dit. De toute façon, ce qui s'est passé, si on regarde comment les économistes ont révisé à chaque fois, donc le 2 avril, le 9 avril, le 15 avril, mais maintenant le 12 mai, bon, grosso modo, au maximum de la tension, je crois qu'il y avait une hausse de 3%, quelque chose comme ça, du niveau des prix aux États-Unis, mesuré par le PCE, et puis ça allait coûter quelque chose comme 1 point de PIB. Sur l'ensemble de l'année 2025. Au maximum de la menace. C'était ça, tout ça a été grosso modo divisé par 2, on va dire, pour fixer les idées. Donc on revient sur un schéma de ralentissement de l'économie américaine, mais en évitant des risques extrêmes, d'une récession plus un choc moins profonde. Voilà, pour créer vraiment une récession, tout d'un coup l'économie chute très très brutalement. Par contre, oui, il y aura effectivement des hausses de prix et donc on va avoir des conséquences. Est-ce que ces hausses de prix vont être inflationnistes ? Là aussi, c'est compliqué puisque ça dépend aussi beaucoup dans quel environnement et dans quel narratif ça a lieu. Il y a beaucoup de... faut pas oublier qu'à la fin, l'inflation, c'est quand même des entreprises, des milliers d'entreprises qui augmentent effectivement leurs prix. Donc, après l'effet mécanique peut-être de transmission, les effets de second tour sont plus ou moins compliqués, ils sont incertains. Je pense quand même que, vu la sensibilité très forte déjà indiquée des consommateurs américains aux hausses de prix, c'est pas évident d'augmenter massivement ses prix ou d'utiliser le moment pour une entreprise pour augmenter ses prix sans justification. On n'est plus dans le même je crois que la psychologie dans univers, dans le même monde qu'il y a 2 ou 3 ans où tout le monde pouvait se permettre, même sans un pouvoir de fixation des prix énorme, de monter ses prix, quoi. Oui, parce que c'est un peu ce qui s'est passé après le Covid. Il y a quand même eu des hausses de prix stratégiques. Tout le monde a augmenté ses prix. Oui. Puis, comme ça passe, tout le monde le fait, je le fais aussi. Hop, bon, là, ça va être plus difficile de le faire sans pouvoir vraiment le justifier. Mais bon, évidemment, il y aura bien une hausse des prix. Il va voir comment ça impacte l'ensemble de l'économie américaine. Sachant qu'encore une fois, l'économie américaine, c'est une économie relativement fermée, où les services sont ultra dominants. Donc cet effet-là est relativement petit quand même. Fabien, alors vos commentaires sur cette vue un peu globale de détente commerciale, et puis un point que vous apportez également dans cette discussion, c'est la justification des droits de douane, la capacité d'un homme, le président américain, à travers une utilisation frénétique des executive orders, de mettre des tarifs ici et là, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, etc. Donc ça a généré beaucoup de débats aux États-Unis. Est-ce qu'il faut laisser ce pouvoir au président des Américains ? Est-ce qu'il faut que ce pouvoir soit rapatrié à un moment au Congrès ? Il y a toute une question juridique aussi derrière cette politique tarifaire. Alors effectivement, il reste quand même des incertitudes juridiques assez importantes sur les décisions qui ont été prises par le président Trump. On a été un peu surpris, on a été pris de court par ces décisions qui sont venues très rapidement, et c'est une guerre commerciale, mais c'est une guerre éclair commerciale qui a eu lieu. Il a mis ses droits de douane, il les a enlevés, il les a montés contre la Chine, il les a enlevés aussi très rapidement. Et tout ça, c'est basé sur des fondements juridiques finalement assez douteux. Là où les droits de douane qui avaient été mis sur la Chine lors de son premier mandat étaient sur une base juridique assez solide et n'ont pas été contestés, les nouveaux droits de douane... C'était quoi, la sécurité nationale, C'était la sécurité nationale qui était en jeu. Et là, il s'appuie sur un autre texte de loi plus général qui, selon lui donne le droit de mettre ses droits de douane universels sur tous les pays. Il y a des procédures juridiques qui sont en cours d'entreprises privées, d'États fédéraux
qui ont attaqué ces droits de douane en disant que les droits de douane, ce sont des taxes, c'est un pouvoir qui vient du Congrès. Et le président Trump s'est un petit peu avancé pour mettre ces droits de douane. Il faut se rappeler que dans les années 70, le président Nixon avait fait une manœuvre très similaire en imposant des droits de douane de 10% sur l'ensemble des États, là aussi en arguant du fait qu'il y avait un déficit commercial et qu'il fallait le régler. Ça avait duré 5 mois et juste après cela, le Congrès avait passé une loi pour encadrer l'utilisation des droits de douane pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure où un président décide unilatéralement de taxer l'ensemble des importations. Alors, le processus juridique est en cours, on ne va pas préjuger de son issue. Le gouvernement américain, les cours américaines ont toujours beaucoup de respect pour le pouvoir exécutif, donc on verra exactement ce qu'il en sortira, mais on peut penser effectivement que le gouvernement Trump a aussi ça en tête, qu'il a une certaine incertitude juridique, et ça le pousse peut-être aussi à mener cette guerre de façon rapide, parce qu'il sait qu'il n'est pas forcément sûr de lui-même, et s'il peut obtenir le plus de concessions en un gain assez rapidement, eh bien, comme ça, même si jamais finalement les cours le contredisent, eh bien, il aura quand même gagné ça en contrepartie. Donc c'est quelque chose à suivre. C'est une incertitude de plus qui n'aide pas vraiment, la situation, mais qui au moins va plutôt dans le bon sens. Si jamais les cours contredisent Trump, ça nous rassurera plutôt. Il y a peut-être un frein juridique aussi, effectivement, qui explique cette dynamique rapide de l'administration américaine. Voilà, il faut aller vite. Quand on n'est pas sûr de soi, il vaut mieux essayer de prendre tout le monde de court. Encore une fois, c'est une guerre commerciale, mais c'est une guerre éclair. Ah ouais. Et le fait de mettre des deadlines de 90 jours qui sont beaucoup trop courtes pour obtenir des accords commerciaux importants, c'est aussi une manière pour le président Trump de marquer le coup. Et même si jamais il devra se servir d'autres outils dans le futur pour dire que voilà, c'est mon objectif. Au pire, il faudra que je me serve d'autres outils, mais c'est ça que je veux obtenir. Et il dit à ses partenaires étrangers, voilà, c'est ça que vous devez mettre sur la table. Et en allant le plus rapidement possible, en essayant de prendre tout le monde de court, il essaye de ne pas trop se poser la question de comment faire, et puis advienne que pourra. Alors maintenant, en parlant de la France, on a parlé d'économie fermée. Alors les États-Unis sont une économie fermée. La France, relativement, est aussi assez fermée comparée aux autres pays européens. Et c'est vrai qu'on abordait cette année dans une position assez compliquée. On avait nos propres problèmes d'incertitude politique. On avait une croissance qui assez peu allante. Ça fait 3 trimestres qu'en moyenne, on est à 0,1% l'an, donc c'est assez faiblard. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces derniers temps, les dernières nouvelles, on a eu par exemple une enquête par Grant Thornton pour Challenge auprès des dirigeants de PME. Alors ça a été conduit autour de l'annonce des droits de douane, donc une partie avant, une partie après. Mais ils montrent que leur niveau de confiance dans l'économie française était en avril au plus haut depuis 3 ans. Alors c'est assez étonnant. Moi, c'est contre-intuitif, oui. C'est très contre-intuitif parce que déjà qu'on n'allait pas bien et on a eu toutes ces nouvelles de guerre commerciale et finalement les dirigeants de PME sont assez optimistes. On a eu l'indice de PMI manufacturier en avril, donc lui conduit après l'annonce des droits de douane. La composante production est en zone d'expansion en avril pour la première fois depuis 3 ans. C'est un signal confirmé par l'indice de confiance de l'INSEE qui montre lui aussi des perspectives personnelles de production en hausse. Alors on peut penser qu'il y a des effets d'anticipation, que les industriels vont produire pour envoyer aux États-Unis le plus possible. Alors je veux bien, mais les exportations vers les États-Unis de la France, c'est quand même assez faible. Et en plus, n'ont pas forcément explosé. Les données de mars, elles montrent une hausse vers les États-Unis, mais rien d'exceptionnel. On voit quelques effets sectoriels, mais rien de vraiment massif. D'où provient cette résilience? Alors, c'est toujours... il faut regarder la France, mais l'Europe, toujours, effectivement, en ayant en tête les biais ou le biais un peu pessimiste qu'on peut avoir quand on parle de la France au sein de la zone euro, mais en essayant de gommer ça, justement, d'où vient la résilience de l'économie française à ce stade? Alors, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ça fait quand même 3 ans, voire même 4 ans, qu'en France et en Europe en général, on a subi quand même un choc monétaire assez important. Et la France, qui avait un secteur de la construction qui avait beaucoup profité de la période de taux zéro, il y a eu un coup d'arrêt très fort.
Et pendant plusieurs mois, pendant 2-3 ans, l'activité de la construction a fortement chuté en France, et un très fort ralentissement. Et tous ceux qui s'intéressent au secteur immobilier, les Français en sont très friands, bien entendu, des nouvelles immobilières, le savent que le marché a nettement ralenti. Et ce qu'on observe, c'est que le marché a quand même digéré en grande partie ce choc de taux. Et on commence à voir des indices avancés de stabilisation dans le secteur. Les ventes se sont stabilisées à des niveaux finalement pas si bas que ça dans l'ancien. La confiance des promoteurs immobiliers se redresse assez nettement. Les autorisations de chantier se sont stabilisées aussi. Alors, la construction, c'est un paquebot. Il y a un point bas, là, vous dites quand même, Fabien. On a plusieurs signaux qui ont effectivement, après une forte phase de baisse en 2023-2024, depuis plusieurs mois, se stabilisent, et ce qui colle assez bien avec la stabilisation des taux d'intérêt. Il y a un délai entre la stabilisation, entre les taux, les ventes, l'activité, et c'est ce qu'on observe jusque-là. Et la construction, alors il y a un article de recherche économique fameux sorti en 2007 américain qui dit que le logement, c'est le cycle des affaires. En France, on a une citation d'un député au milieu du 19e siècle, c'est « quand le bâtiment va, tout va ». Alors le bâtiment est loin de bien aller, mais il va moins mal peut-être qu'avant. En tout cas, la dynamique, la seconde dérivée s'améliore. On n'est pas encore forcément tiré d'affaire. On a les élections municipales qui arrivent en début d'année prochaine et qui ne sont généralement, la période juste avant les élections, juste après, n'est pas la plus favorable à la construction. Donc, un peu de prudence avant de parler vraiment de reprise. Mais le cycle domestique français montre des signes d'amélioration. Et on peut avoir quelques motifs d'espoir pour l'année à venir avec des prévisions de croissance qui, par le consensus, qui montre un rebond de la croissance en 2026. Et c'est quoi? Merci la BCE en l'occurrence, là, quand on parle du secteur immobilier, de la construction en particulier, ce sont déjà aussi... Enfin, ce point bas, il est accompagné des premiers effets de baisse de taux avec un décalage, une inertie liée à la diffusion de la politique monétaire, mais on est dans ce moment-là. Alors, c'est effectivement le secteur, c'est l'effet diffus et avec délai de la baisse des taux d'intérêt. Après, on parle de baisse des taux d'intérêt. La BCE, on ne les voit pas passer dans une zone vraiment accommodante. Et ce qui compte pour l'immobilier, pour l'investissement en général, ce sont les taux longs. Les taux longs qui, quand même, ont baissé, mais pas dans des proportions massives. C'est vraiment une histoire plus de stabilisation. On a changé de niveau. On était à des taux extrêmement bas en 2021. On a changé de palier. Maintenant, on se stabilise à ces nouveaux taux et le marché s'est habitué progressivement. On a digéré ce changement. On n'a pas besoin de baisse de taux maintenant pour espérer que ça se reprend. Il faut juste espérer qu'on nous laisse un peu tranquille. que la stabilité perdure. Mais le cas de la France est toujours intéressant, évidemment, mais le cas de l'Europe dans son ensemble. L'idée d'une reprise graduelle de l'économie en zone euro, malgré un choc de tarifs qu'il faudra encaisser à un moment ou à un autre. C'est une histoire qui continue, qui court encore aujourd'hui, Hervé ? J'aimerais avoir l'optimisme de Fabien. Il n'a pas quantifié. Je ne vais pas demander de quantifier les choses, mais on pourra le faire. Moi, j'ai quand même l'impression que le monde vacille un peu sur ses bases économiques, et spécialement en Europe, quoi. L'Europe, c'était quand même un modèle économique qui, alors, via l'Allemagne, était quand même bien centré sur un tempo qui venait du reste du monde, la grande exportation allemande, pour partie la grande exportation italienne, néerlandaise, avait tendance à irriguer l'économie européenne. Là, l'économie allemande reste en panne. Alors, on est déjà à 2 années de récession. On ne sait pas si cette année, ça sera mieux. Alors, le premier trimestre a été une petite bonne surprise, mais les histoires de Donald Trump des États-Unis et donc les anticipations sur les ventes expliquent au moins en partie cette bonne surprise. Combien de temps va mettre l'Allemagne pour se recentrer ? Combien de temps va-t-il falloir aux Européens pour comprendre que dans ce monde nouveau, il faut moins compter sur la grande exportation et plus sur les échanges internes à l'Europe, internes à la zone euro, avec toutes les questions que ça pose en termes de réglementation, en termes de financement. Enfin,
Pour le coup, là, les questions sont sur la table. Enfin, tout est sur la table aujourd'hui, Hervé. Quand même. Oui, non, mais il y a une rationalité économique qui ferait dire il est urgent d'unifier nos marchés intérieurs parce que c'est sans doute l'un des moyens que l'on a de redonner un surcroît de croissance. L'autre moyen étant plus compliqué, ça va être l'investissement dans la transition énergétique, ça va être l'investissement dans la défense. Tout ça, ça demande de l'argent et c'est pas toujours facile. Donc, je pense que l'unification, enfin, des marchés européens est une vraie nécessité. Économiquement, tout le monde le comprend, tout le monde l'accepte. Politiquement, c'est quand même assez compliqué. On est quand même face à des rapports de force avec un poids important des partis plus nationalistes, plutôt timides en termes européens. Donc on est face à cette contradiction entre la nécessité économique et la contrainte plus politique que l'on a. Combien de temps cela va-t-il prendre pour vraiment aller au bout de l'unification des marchés qui serait un des moteurs? Vous n'êtes pas convaincu que cette fois c'est la bonne, quoi? Non, je ne suis pas convaincu. Non, mais c'est la première tentative d'aller à un étage supplémentaire en matière de fédéralisme. On a eu les démonstrations. Le FMI le démontrait depuis longtemps, mais on s'en moquait un peu. Il a fallu attendre l'État et Draghi, merci à nos amis italiens, pour nous dire oui, il faut vraiment qu'on y aille. On l'a. Les Européens les plus fervents, je ne sais pas, les Macron, les Merz, vont dans ce sens-là. N'empêche qu'il faut tirer les autres. Et politiquement, tirer les autres, avec en plus des... Alors, l'Allemagne a passé son tour au niveau des élections. L'Italie, c'est pas pour tout de suite. Mais en France, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, une fois encore. Et donc, tirer l'Europe dans ce contexte-là, durablement, ça ne va pas être simple. Donc, moi, je pense que l'Europe, c'est bien qu'il faut qu'elle change. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un poids politique, un consensus politique qui permette de le faire? Pas évident. Hélas, question du capital politique. Bon. Sur l'Europe, la France aussi, je veux bien qu'on parle de la France. C'est quand même intéressant de se focaliser un peu sur notre économie de temps en temps. Oui. En fait, ce qui s'est passé ces derniers mois, finalement, il y a trois choses, il me semble, qui aident un peu l'Europe, enfin, quelque chose un peu positif. Ouais. Parce que les problèmes structurels, évidemment, sont là, on les connaît, les rapports. Bon, mais disons, à plus court terme, il y a trois choses. Bon, évidemment, c'est le plan allemand. Donc, c'est quand même un changement important qui prendra du temps. Il y a sûrement une discussion sur à quelle vitesse ça arrive dans l'économie, probablement. Mais bon, on sait qu'on a devant nous, quand même, sur plusieurs années, donc une impulsion budgétaire en provenance d'Allemagne. Deuxième chose, la Banque Centrale Européenne, qui est dans cette phase de baisse de taux, et qui, selon nous, elle va continuer ces baisses de taux. Un peu, ça, c'est favorable. Bon, ce qui était pricé à un moment, on disait des taux qui vont à 1,5 d'ici la fin de l'année. On reste sur cette idée-là. Voilà. Bon, après, on ne va pas se battre avec 2 ou 3 baisses. C'est à la limite, c'est pas ça qui change radicalement la question. Mais quand même, une Banque Centrale Européenne qui participe, qui prend aussi sa responsabilité, sa part de cet effort-là. Et puis, troisième chose, c'est les prix de l'énergie qui baissent globalement, le pétrole, le gaz. Et ça, c'est aussi quelque chose de positif, sans même parler éventuellement de quelque chose ça serait un cessez-le-feu en Ukraine, qui est là encore plus spéculatif. J'en ai évidemment aucune information et aucune idée. Mais qui permettrait de retirer encore une prime de risque ou d'incertitude. Plutôt aussi dans le bon sens. Donc, en tout cas, il y a trois éléments qui sont certains, le quatrième étant beaucoup plus spéculatif, mais il y a trois éléments qui nous semblent quand même assez clairs et qui sont plutôt favorables. Est-ce que c'est un changement de paradigme? Non, évidemment. Mais c'est comme ça que, peu à peu, la croissance européenne peut... Et c'est un argument de marché aussi pour vous, Gustavo? Dans une approche un peu globale macro, ce que vous décrivez de l'Europe, c'est aussi un argument pour, je ne sais pas, surpondérer des actifs européens aujourd'hui dans des stratégies, ou en tout cas se dire que la performance des actifs européens peut être au moins équivalente, voire supérieure à ce qu'on peut observer sur la performance des actifs américains pour arrêter de sous-pondérer, ce qui a été quand même le cas de beaucoup d'investisseurs pendant très très longtemps. Donc au minimum, effectivement, d'être bien investi sur les marchés européens et mieux équilibré entre les États-Unis et l'Europe. Après, dans nos fonds internationaux, on n'est pas dans une sorte de course à l'exclusivité. Non. Diversifier est toujours une bonne idée. Donc on a des deux marchés, mais bon, moins que ce que ça représente évidemment en capitalisation dans l'ensemble. Parce que les États-Unis restent quand même dominants en termes de poids, forcément. Je reviens à la France
spécifiquement, Fabien, oui, si on peut quantifier un peu les choses. Donc, point bas dans la construction, partie importante et plutôt signal positif pour le cycle des affaires, comme vous dites. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de quantité de croissance cette année en France et comment cette croissance se décompose au regard des différents le moteurs. consensus cette année est à 0,5% pour la croissance en 2025. C'est bas, c'est plus bas que les années précédentes. Ouais. Après, il faut avoir en tête que la croissance d'une année, c'est généralement la croissance des derniers trimestres de l'année précédente, du début d'année. Ça reste un chiffre qui, en fait, nous informe plus sur le passé que sur les choses qui se passent vraiment en ce moment. Et le chiffre 2026, par contre, pointe à une croissance plutôt proche de 1%, plus proche du potentiel. Mais ce qui est plus intéressant, c'est moins le chiffre lui-même, parce que 1% de croissance, on l'a fait en 2024, on l'a fait en 2023, on l'a fait en 2022, il n'a rien d'exceptionnel. Ce qui va être plus intéressant, c'est la composition de cette croissance, parce que ça fait 3 ans que la croissance française, c'est largement de la demande extérieure et de la demande publique, avec une demande domestique privée à tonnes, une légère hausse de la consommation et des dépenses d'investissement qui baissent. Et ce qu'on espère, c'est justement de changer de braquet, de revenir à une composition plus naturelle de la croissance avec un peu plus de consommation et surtout une stabilisation des dépenses d'investissement. Alors là encore, c'est quelque chose qui prend du temps, notamment dans la construction. Lorsque les ventes se stabilisent à l'instant T, ça veut dire c'est un signal sur l'activité à T plus 12 mois. Ouais, le T paquebot, plus 18 quoi. mois. Ah, Donc, ça prend du temps. Mais les choses allant dans le bon sens, on peut espérer une croissance qui va rebondir en 2026 et qui aura une meilleure composition et qui pourrait revenir à la normale en termes de composition d'ici 2027. Là encore, au gré des incertitudes politiques internationales comme domestiques notamment, mais si on regarde de loin le cycle, on observe des cycles plutôt un peu meilleur que ce qu'on a connu les années précédentes. Est-ce que tout ça facilite alors ce qu'on appelle l'exécution budgétaire, sans même parler du débat à venir sur où trouver des économies en France, qui est un débat qui appartient à la sphère politique, on va le dire comme ça aujourd'hui, mais est-ce que cet environnement permet à la France de maîtriser son exécution budgétaire, dépenser ce qu'on a dit qu'on dépenserait, percevoir ce qu'on a dit qu'on percevrait, au regard des dérapages qu'on a pu observer justement sur les derniers exercices? Cette mauvaise composition de la croissance, avec beaucoup plus d'exportation, beaucoup plus de demandes publiques que ce qu'on espérait, c'est un facteur qui a été mentionné, comme pouvant expliquer un petit peu les prévisions un peu trop optimistes sur les recettes publiques. On peut espérer que, effectivement, on sera un peu plus en ligne, avec les anticipations dans les années à venir. Après, ça reste un facteur de second ordre sur le déficit français, qui reste un problème largement structurel plus que cyclique. Bon, on n'en parle plus trop. Je regardais quand même le spread, oui, ça tourne toujours autour de 70 points de base. C'est ça, c'est un new normal maintenant pour la France? C'est un new normal. On garde un niveau d'incertitude politique relativement élevé et en l'absence de majorité à l'Assemblée, c'est quelque chose qui risque de durer. Les investisseurs étaient habitués à une forte stabilité politique en France. C'est quelque chose qui est parti pour le moment et ça va mettre... Ça se regagne lentement. Un point aussi sur le marché du travail, pour être complet, capacité de résilience du marché du travail. Alors, il y a des enjeux démographiques, conjoncturels qui se mélangent dans tout ça, mais est-ce qu'il faut s'attendre à une remontée forte du taux de chômage? Alors là aussi, c'est un point qui a quand même surpris ces derniers temps, c'est la résilience du marché du travail français, malgré ces mauvaises nouvelles. Le taux de chômage reste très bas, et derrière ce taux de chômage bas, alors on a un emploi privé qui en net baisse récemment, mais cet emploi net qui baisse, ça cache des flux bruts toujours très élevés, avec des embauches plus importantes que ce qu'elles n'étaient en 2019, des démissions toujours très importantes, montrant que les gens sont quand même relativement confiants dans l'état du marché du travail. Alors le chômage, il est attendu en hausse dans les trimestres à venir, quand même, avec les effets un peu décalés du ralentissement qu'on a vu ces derniers trimestres, mais dans une mesure assez modeste. Alors on aura le chiffre du T1 du chômage qui sortira vendredi. Il est attendu en légère hausse. Alors, il y a un risque haussier qui est lié à des changements méthodologiques. Maintenant, de nombreux allocataires sociaux vont être inscrits automatiquement à France Travail. Alors, en théorie, ça ne devrait pas affecter la mesure du chômage, qui est basée sur des enquêtes où on demande aux ménages s'ils cherchent du travail, qu'ils soient ou non inscrits à France Travail. J'entends. Cependant, être inscrit à France Travail, ça peut changer la façon dont les gens répondent aux enquêtes. Oui, et donc, il y a un risque haussier sur le niveau du chômage qui n'aurait pas d'impact économique, mais l'effet d'affichage pourrait être un peu négatif, mais à voir vendredi. Et l'INSEE devrait nous expliquer ça en détail si jamais il y a un impact un peu hors du commun. Ouais.
bon, sur le cas de la France, la trajectoire de consolidation budgétaire, comment est-ce que vous la regardez, Hervé ? C'est une chance que la France ait cet effort à faire au moment où l'Allemagne prévoit quand même de se recentrer ou de pivoter avec une appétence nouvelle pour la dépense budgétaire. C'est une opportunité pour la France de le faire au moment où les pays périphériques ont remis beaucoup d'ordre dans leurs finances publiques et avec, pour certains d'entre eux, des croissances économiques aussi impressionnantes sur les dernières années. Alors, il y a deux questions. Il y a la réalité française et puis après, quel accompagnement européen on aurait de la réalité française. En fait, ce n'est pas l'amélioration de la conjoncture qui va nous créer beaucoup de marge de manœuvre pour l'amélioration. Parce que si j'écoute Fabien, en gros, le solde conjoncturel lié à la croissance, il va pas s'améliorer, il va se stabiliser. Donc en fait, tout l'effort que l'on doit faire, et je rappelle que le gouvernement français nous parle, je crois, d'une amélioration de 0,8 points de PIB. On passe de 5,4 à 4,6 entre 25 et 26. Donc ça, c'est du structurel. C'est donc soit moins de dépenses, soit plus de prélèvements. Faire 0,8 points d'effort alors que la croissance est de 1 point, c'est quelque chose qui ne marche pas. Soit on n'aura pas les 0,8 points, soit on n'aura pas le 1 point. Ça, je pense qu'il faut juste en avoir bonne conscience. Et donc, le 0,8 points, il va se transformer en 0,2, 0,3, parce que c'est sans doute le maximum que l'on puisse faire sans étouffer notre malheureuse croissance. Donc en fait, les difficultés, elles sont là pour durer parce que le rythme de réduction du déficit, il ne peut pas être extrêmement rapide, sauf un risque avec un environnement économique qui est déjà moyen, même s'il est en train de s'améliorer. Donc ça, c'est la difficulté française. Et donc, il va falloir que, dans ce cadre-là, on arrive à intégrer les surcroît de dépenses, les engagements européens que l'on va prendre. Et c'est là où tout ce qui se passe au niveau européen est important. Si on peut enlever du calcul de ce déficit le surcroît d'efforts de défense que l'on a, tant mieux. Si on a un regard sur la dette publique un peu distancié, tant mieux. Et là, on a peut-être une chance du côté allemand, parce que l'Allemagne, elle a dit, scrogneux, je vais faire plus de déficit, et voilà, c'est bien, et tout le monde a applaudi. Mais en fait, ce plus de déficit, en s'accumulant, ça fait plus de dettes, et là, elle va vite passer en dehors des clous européens. Donc, est-ce qu'en matière de gestion... Vous avez peur pour le niveau d'endettement en Allemagne ? À force, oui. Si on fait du 3 points de déficit en plus par an sur une période un peu longue, voilà quoi. Oui. Ça fera plus de dettes et donc elle sera plus dans les clous européens. Et l'Allemagne pèse beaucoup et elle le fait pour de bonnes raisons. Donc peut-être qu'on va moins nous embêter sur cet élément-là. Demain, que ce n'est le cas. Il y a toujours des bons prétextes pour gagner du temps, mais on va peut-être continuer de gagner du temps. Donc le cadre européen va peut-être nous contraindre moins qu'on ne l'imagine, mais je pense tout de même que la gestion des niveaux de déficit va rester quelque chose de préoccupant pour un certain temps, parce que le couple croissance-état de nos finances publiques est un couple qui ne marche pas, quoi. Net, ce qui se passe en Allemagne, c'est quand même bon pour la France, Fabien ? On ne va pas s'en plaindre. Non, oui. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on demande aux Allemands de dépenser plus. Finalement, ils nous entendent. Et ça fait autant qu'ils nous demandent de dépenser moins. Mais ça fait autant qu'ils nous demandent de dépenser moins. On leur répondra en temps voulu. Pour l'instant, c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour l'équilibre de la zone euro. Après, c'est vrai que, idéalement, il aurait peut-être mieux fallu pour la zone euro qui dépense plus il y a 15 ans, lorsque le potentiel de la zone euro, et notamment le potentiel de la croissance allemande, était plus élevé. Là, le potentiel allemand est plus bas. Ils ont une force de travail une force de travail domestique qui est en nette baisse. Ils ont une situation démographique assez dégradée, donc un potentiel de croissance plus bas, et donc plus de dépenses publiques lorsque le potentiel de croissance est déjà assez bas. C'est pas la meilleure des combinaisons. C'est pas le meilleur timing, quoi. Pour l'équilibre de la zone euro, on va pas s'en plaindre. Ouais.
Bon, il nous reste 2 minutes pour dire un mot des marchés, redire un mot des marchés avec vous, Gustavo. Enfin, ce qu'on vient de traverser, donc le choc de Liberation Day, la séquence 2 avril, 9 avril, et puis ces 4 ou 5 semaines de rebond. Qu'est-ce que ça offre comme perspective? Est-ce que c'est un nouveau cycle haussier qui reprend ses droits, ou est-ce qu'on est dans des marchés qui risquent d'être encore chaotiques, voire baissiers peut-être sur un horizon de quelques mois là? Oui, alors chaotique, certainement. Je ne vais pas faire une réponse différente de celle de Morgan quand on lui a posé la question. Le marché va fluctuer, c'est sûr. Et, on sera toujours surpris. Mais bon, ce qui est clair... Il y a des jours où ça fluctue un peu plus que d'autres. C'est vrai. Bon, enfin, la période, c'est effectivement... Je veux bien qu'elle soit favorable à quelques surprises. Mais bon, on a quand même appris des choses. Ce que je veux dire, c'est qu'on a appris des choses. On a appris qu'il y avait une limite, effectivement, à la douleur que le gouvernement américain était prêt à s'auto-infliger. Ce qui a quand même... Voilà, on peut en déduire aucune certitude, mais enfin disons que la probabilité d'avoir des annonces sur la partie guerre commerciale, enfin cette droit de douane, qui soit absolument terrifiant, a quand même beaucoup diminué. Et ça, ça accompagne cette baisse de la prime de risque. Ouais. Et du coup, hausse en règle générale des marchés. Ce qui avait plus baissé tend à plus rebondir. Voilà. On a vu ces derniers jours, le luxe, l'auto, etc. Donc ça, c'est assez logique. Ça va assez vite sur les marchés, donc ça ne va pas durer éternellement. Mais bon, pour l'instant, on est encore peut-être pour quelques jours ou semaines... à profiter de ce soulagement, quoi. Voilà, donc profiter, ça c'est une chose. Après, pour le reste, il va falloir effectivement suivre le reste de la politique américaine. Donc les débats budgétaires américains, parce que les questions budgétaires sont compliquées en France. Aux États-Unis, c'est pas mieux. C'est même pire en certains sens. Et voilà, et voir comment les contre-feux qu'on a vus, effectivement, jusque-là, se déroulent, et puis voir les chiffres économiques, concrètement, effectivement, aux États-Unis. C'est un peu difficile de voir. On sait que l'impact pourrait être beaucoup plus diffus que ce qu'on a pu imaginer à un moment. Oui, je pense. Le pire est quelque part écarté, mais il y aura forcément un impact, mais de combien exactement? Bon, ça peut être des questionnements, notamment sur la partie obligataire, et notamment sur, évidemment, ce que va faire la Réserve fédérale américaine dans les prochaines semaines. Bon, on verra. Ce rapport sur l'inflation en avril ne nous a pas beaucoup éclairé effectivement sur les impacts qu'on pourrait attendre de la guerre commerciale, en tout cas des tarifs qui resteront en place. On verra pour les prochains rapports et prochains meetings de la Fed, ça va être courant juin. Ouais. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gustavo Orenstein d'Orval Asset Management, Hervé Gouletker, Accuracy et Fabien Bossy, Société Générale CIB, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion thématique avec un focus particulier sur la thématique du cloud et de l'IoT. Le cloud, l'informatique dématérialisée, l'IoT, l'Internet des objets. Nous en parlons avec Ronnie Micheli, le président de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Vous nous rejoignez régulièrement, quasiment tous les mois, pour venir décrypter une des 25 grandes thématiques que vous analysez en permanence à travers vos outils d'analyse propriétaire, le codex des thématiques chez Galilée Asset Management. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de manière un peu générale de cette thématique cloud et IoT et des fondamentaux de cette thématique qui font que c'est bel et bien une vraie thématique d'investissement? Absolument. Alors déjà, cloud et IoT, on est sur une thématique bicéphale, Grégoire, un peu comme luxe et lifestyle, ou tourisme et loisirs, ou encore gaming et métaverse. Donc en fait, le cloud et l'IoT, c'est des technologies complémentaires, et puis l'un se nourrit de l'autre, en fait. Évidemment, le cloud existe sans l'IoT. Vous pouvez mettre des données, finalement, sur un cloud et juste les utiliser sans avoir des objets connectés. Et on a fait des objets connectés avant que le cloud existe. On avait le Bluetooth, et puis on contrôlait nos objets. Mais évidemment, maintenant, le cloud nourrit l'IoT, et l'IoT nourrit le cloud. Il y a un levier entre le cloud et l'IoT qui est intéressant, quoi. Exactement. En fait, aujourd'hui, si vous mettez, si vous dites à votre chauffage de chauffer à 20 degrés... Parce qu'on parle à son chauffage. Oui, voilà. Bien sûr. Exactement. Si vous donnez instruction à votre chauffage de chauffer à 19 degrés ou à 20 degrés à partir d'une certaine heure, cette information, elle se trouve sur le cloud. Pareil pour les ampoules connectées, éclairées à partir d'une certaine heure. Et au niveau des IoT, ces objets connectés, en fait, vont collecter des données qui, elles, vont alimenter le cloud. Donc les deux s'alimentent. Alors maintenant, les fondamentaux de la thématique, elle est évidemment structurelle, et celle-ci, elle est portée par
beaucoup de méga-tendances. Donc plus il y a de méga-tendances qui portent une thématique, plus elle est structurelle. La croissance de la population mondiale, l'émergence des classes moyennes, l'exode rural et l'urbanisation, et notamment le développement des smart cities aussi, bien sûr. Le développement de l'IA et l'émergence de la santé prédictive. C'est entre 35 et 40 milliards d'objets connectés qui sont en service en 2025. Le marché du cloud, c'est 10 milliards. Parmi le cloud, on a principalement le SaaS et le IaaS. Je dirai ce que c'est tout à l'heure. Le marché du SaaS, aujourd'hui, c'est 400 milliards. Et donc, parmi ce marché du cloud, et puis le marché de l'IoT, c'est 650 milliards. Donc, et voilà. Alors, le marché de l'IoT, il a une croissance de 25% par an, et puis le marché du cloud, 18%. Donc, c'est des très, très fortes croissances. C'est une thématique extrêmement croissance. Le SaaS, c'est, vous savez, le cloud un peu prêt à l'emploi. C'est un peu Software as a service, voilà, oui, c'est ça. Software as a service, mais c'est une maison meublée, si vous voulez. Les acteurs du SaaS, c'est bien sûr Microsoft 365, Salesforce, SAP, Alibaba Cloud en Chine, et le IaaS, donc l'infrastructure as a service, c'est plutôt, on loue un terrain pour construire sa propre maison. Là, les acteurs, c'est AWS, c'est Microsoft Azure, c'est OVH en France, Tencent Cloud par exemple. Donc ça, c'est pour la partie structurelle. Internationale, je vais aller rapidement parce que le cyberespace, il est mondial. Donc la problématique, elle est mondiale. C'est bien sûr les US avec leurs 5400 data centers qui sont les leaders mondiaux de loin, suivis par l'Allemagne, 521 data centers, le Royaume-Uni 514. AWS, juste pour vous dire, a 30% des parts de marché du IaaS. Sur l'infrastructure cloud. Exactement. Et Microsoft, 20% des parts de marché du SaaS. Amazon et Microsoft se partagent la moitié du marché, quoi. Voilà. Et les US ont 80% du marché européen. Donc voilà, ça c'est pour la dimension internationale et transversale. Évidemment, c'est une thématique multisectorielle. Elle rentre en considération dans cette thématique le secteur de l'immobilier, avec les maisons connectées, les transports, l'éducation, la distribution et la santé, surtout avec l'émergence de la fameuse santé prédictive, avec les bracelets connectés, etc., les moniteurs de glucose. On aura l'occasion peut-être Une d'en des parler. applications, un des usages forts de l'Internet des objets, effectivement, autour de la santé. Combien est-ce que tout ça vaut, notamment en bourse? Là aussi, dans ces outils d'analyse, vous avez un indicateur thématique chez Galilée qui permet de montrer la valorisation de cette thématique. Absolument. Alors, d'abord, les performances. Et puis après, je vous décris le graphique que je vous ai amené ce soir sur la valorisation de la thématique, la cherté de la thématique en bourse. Alors, sur les performances, on est sur des très bonnes performances. 2021 plus 13, 2022 évidemment avec la hausse des taux, la moins bonne année, moins 40, 2023 plus 59, 2024 plus 18, et depuis le début de l'année, on avait un point d'entrée, mais il est en train de se refermer ces derniers jours, parce que les valeurs remontent, plus 4,5 depuis le début de l'année. Par contre, il faut avoir le cœur bien accroché, une volatilité sur l'année passée de 27%, donc c'est parmi les plus volatiles des thématiques que l'on regarde. Thématique de forte croissance, ça veut dire que quand on regarde entreprise par entreprise, avec des niveaux de croissance attendus largement à deux chiffres, à 25-30%, on ne peut pas décevoir, quoi. C'est généralement... Effectivement, et si ça déçoit, bon, effectivement, après, c'est une sanction assez importante, puisque c'est des entreprises de croissance, et évidemment, dès que ça déçoit, bon, on peut avoir des résultats boursiers qui sont très compliqués. Alors, sur la cherté, sur le price-earning ratio, on est bien sûr structurellement plus cher que le MSCI World, donc la thématique est en bleu, le MSCI World est en noir, en pointillé, donc on est à près de 30 fois les bénéfices, alors que le MSCI World se paye à peu près 22 fois et demi. Donc c'est l'une des thématiques les plus chères, avec robotique et IA, elles sont toutes les deux autour de 30, et vous voyez que ça aussi autour de 30, ça rebaisse pas trop. Alors bien sûr, on a corrigé l'exubérance de 2021, on était monté à 45. On n'est pas non plus comme en 2022 où c'était tombé presque à la valeur du MSCI World. Mais disons que voilà, on a cette thématique qui est aussi autour de 30. Donc ça se paye cher. Maintenant, globalement, c'est une thématique extrêmement grosse. Et la croissance des bénéfices par action de cette thématique, estimée à 3 ans, et selon nos modèles, c'est plus 25% par an. Donc voilà, et on a Amazon qui a annoncé ses résultats il n'y a pas longtemps, plus 17% de croissance, rien que pour l'activité d'AWS.
Et bien sûr, c'est une thématique qui a une intensité de recherche-développement très forte. Point fort et point faible de cette thématique, qu'est-ce qu'il faut en retenir, Ronnie ? Alors, les gros points forts, le fort investissement public et privé. Donc, il y a les fameux PPP, vous savez, les partenariats publics-privés dans les Smart Cities, qui sont un catalyseur assez important de cette thématique. Le cloud, c'est le pilier technologique incontournable, finalement, des lampadaires connectés, de la gestion des déchets intelligentes, de la régulation du trafic routier. Donc, ça, c'est vraiment un catalyseur de cette thématique qui est très important. C'est qu'elle est liée à d'autres thématiques et notamment celle de l'essor des Smart Cities. Ensuite, la qualité financière des entreprises. Elles ont des marges élevées. Bon, c'est une société de croissance et aussi un endettement maîtrisé. Donc ça, c'est aussi un point très important. Et enfin, troisième point très très positif actuellement, c'est bien sûr le développement de tout ce qui est cette santé prédictive, avec les moniteurs de glucose, les dispositifs de surveillance cardiaque, les bracelets de fitness, etc., et qui permettent le suivi en temps réel de l'état de santé. Ça fait intervenir le cloud et l'IoT. Alors, point faible, la sécurité des données, bien sûr, les cyberattaques, j'en parle très souvent ici, mais on n'est jamais vraiment à l'abri sur ce risque-là et ça peut vraiment faire dégringoler les entreprises en bourse. C'est des entreprises qui sont en train d'être réglementées, notamment la Commission européenne essaye d'aider les acteurs du cloud parce qu'elle a bien compris que les US avaient 80% de notre marché, mais quand même, elle les régule. Et puis la dépendance vis-à-vis des US, de la Chine, la concentration du marché aussi entre quelques acteurs finalement, Microsoft, Amazon, Salesforce, etc. Donc ça, c'est des points faibles. C'est le patron de Total qui le disait il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai le choix pour mon infrastructure informatique cloud chez Total Energy entre Amazon, Microsoft ou Google, je ne suis pas très à l'aise. Et ben voilà. Et puis j'aimerais bien avoir d'autres choix. Ah oui, c'est sûr. C'est évident que la concentration du marché peut tirer les prix aussi à la hausse. Et bien sûr, les niveaux de valorisation, on l'a vu, et puis la volatilité, qui sont des points faibles de cette thématique. C'est inhérent aux thématiques de forte croissance. C'est inhérent, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. On ne peut pas avoir la forte croissance et en plus pas de volatilité et une valorisation faible. Quand on en vient au gisement de fonds, de produits qui existent pour investir sur cette thématique, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Ronnie ? Alors, le gisement, pour ceux qui aiment la gestion active avec des gérants, on a chez Montpensier le M-Cloud Leaders, SFDR 9 pour ceux qui sont sensibles aux critères ESG. Il investit principalement dans les leaders internationaux de cette thématique, mais aussi il a finalement quelques challengers. Donc il y a par exemple des Microsoft, etc. Mais il y a du ServiceNow, du Intuit qui sont plus des challengers, on va dire, de cette thématique. Très belle performance ces dernières années. Pour celui-ci qui est chez Montpensier. Montpensier maintenant. Absolument, oui. Vous avez raison. Fidelity Cloud Computing, pour ceux qui souhaitent des ETF, 53 lignes dans celui-ci. Et alors celui-ci, c'est vraiment une bonne représentation des leaders de la thématique. C'est vraiment l'ETF classique, on va dire, sur cette thématique du cloud. Et chez iShares, donc BlackRock, Future Cloud 5G Tech, j'espère que je l'ai bien dit, en tout cas c'est tout un projet, 50 lignes, une vision beaucoup plus large de la thématique, pour ceux qui ne voudraient pas trop se spécialiser sur cette thématique. Ici, vous allez retrouver des acteurs beaucoup plus divers que simplement... les pure players de la thématique. Exactement, on retrouve du Nokia, par exemple, dans cet ETF-là. Merci beaucoup, Ronnie. Merci d'être venu nous éclairer sur cette thématique cloud et IoT, une des 25 grandes thématiques que vous analysez avec vos outils propriétaires chez Galilée Asset Management. Ronnie Michali, le président de Galilée AM, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.